Bon. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureuse de vous accueillir à cet atelier qui porte sur un sujet que Donner des ailes a décidé de traiter cette année et qui est un sujet qui est assez important dans l'égalité et pour favoriser l'égalité dans le sens de la visibilisation des femmes. C'est le sujet de la féminisation des titres. Et pour ça, on a choisi de donner la parole à la docteure Marie Claet, qui est anatomopathologiste à Rouen et qui est membre du bureau de Donner des ailes à la santé et qui va donc nous parler de la féminisation des titres dans la santé. Marie, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un plaisir pour moi de présenter cette thématique qui est très importante pour donner des ailes à la santé cette année. Donc, j'ai préparé quelques slides de présentation sur le sujet. Je vais commencer. Vous voyez mon PowerPoint? Oui. Oui, voilà. Alors, féminisation des titres, pourquoi, comment? En fait, on peut se demander ce qu'on peut répondre à des enfants qui vont nous demander pourquoi on dit professeur de danse, de français, et pourquoi pas professeur de médecine, pourquoi on dit pas madame la docteure, voilà. Donc, je pense que tous les enfants peuvent se poser ces questions et en fait, on se rend compte que la langue se révèle être un outil de sexisme ordinaire. J'ai pris quelques données historiques en prenant les documents du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et des documents d'Eliane Viennot qui s'intéresse à la littérature, qui est professeure de littérature. Donc, en fait, historiquement, jusqu'au XVIIe siècle, la féminisation des professions était logique. Il y avait les termes de poétesse, autrice, médecine, professeuse, doctoresse. Tous ces termes avaient toute leur place dans la langue, même si cela restait plus difficile dans la société. À partir du XVIIe siècle, il y a eu une masculinisation de la langue française dans une volonté de limiter l'accès des femmes à des métiers qui atteignaient certaines lettres de noblesse. Par exemple, les grammariens ont décrété en fait que le genre masculin était plus noble que le féminin. En 1637, il y a eu la fondation de l'Académie française pour normaliser et perfectionner la langue française. Et là, ils ont commencé à supprimer des noms féminins de métiers dans le dictionnaire, comme mairesse, poétesse, officière, signalant ainsi aux femmes que ces activités restaient l'apanage des hommes. Un des académiciens, Claude Fabre de Vaugelas, en 1647, a publié dans ses remarques sur la langue française utiles à ceux qui veulent bien parler et bien écrire que le masculin devra désormais l'emporter sur le féminin parce que le masculin est plus noble que le féminin. La règle précisant que le masculin l'emporte sur le féminin a fini par s'imposer pour des raisons qui ne doivent pas grand-chose à la linguistique, mais à cette époque, la supériorité masculine allait tout simplement de soi. Donc, un autre grammairien en 1675, dans son livre Remarques nouvelles sur la langue française, a indiqué que le genre le plus noble s'impose lorsque les deux genres sont en présence. Puis le grammairien Nicolas Bosé en 1767 a signifié que le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Au moment de la Révolution française, les femmes de la Révolution ont demandé à être reconnues comme citoyennes, donc déjà pour le droit de vote, au même titre que les hommes, mais elles ont également demandé que cesse la règle selon laquelle le masculin l'emportait sur le féminin. Donc il y a eu un projet de décret en 1790 qui est connu sous le nom de la requête des dames à l'Assemblée nationale, que l'on voit ici. Et il était indiqué, leur souhait était que le genre masculin ne soit plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles. Cet appel n'a eu aucune conséquence. L'Assemblée qui était entièrement masculine, est restée sourde à cette demande.
Sous la Troisième République, ensuite, donc en 1882, Jules Ferry a fait voter la loi sur l'enseignement primaire obligatoire, donc qui était pour les garçons et les filles de 6 à 13 ans. Et là, dans les cours, sur les bancs de l'école, les élèves ont appris le masculin l'emporte sur le féminin. Pendant la Troisième République, il y a eu de nouvelles fonctions, de nouveaux métiers qui se sont peu à peu ouverts aux femmes, mais l'enregistrement du titre était toujours au masculin et les termes d'autrice, procuratrice, professeuse, philosophesse ont disparu. Par contre, certains termes comme pâtissière sont restés. Et depuis, donc toujours, la langue française peine à s'adapter à l'attente d'égalité homme-femme. Donc pourtant, la démarche est très largement inscrite dans les textes comme on va le voir. Donc là, ici, toujours selon les documents du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc il y a 42 ans, le Premier ministre Laurent Fabius a créé la commission de féminisation des noms de métiers et des fonctions qui a été créée également par Yvette Roudy sous la direction de Benoît Groult. Donc le but, en fait, c'était de travailler donc sur la féminisation des noms de métiers puisqu'il y avait certaines lacunes dans la langue française. 2 ans après, il y a eu une circulaire toujours du Premier ministre qui a recommandé la féminisation des noms de métiers, de fonctions et de grades dans l'administration et dans les textes officiels. Et cette commission a promu le terme de docteur à la place de doctoresse. Ensuite, en 1998, une deuxième circulaire là, du Premier ministre Lionel Jospin a été écrite en relevant que le texte précédent n'avait pas été appliqué. Et donc, il a précisé qu'il convenait de recourir aux appellations féminines pour les noms de métiers, de fonctions, de grades et de titres dès lors qu'il s'agit de termes dont le féminin est par ailleurs d'usage courant. Donc, ceci a été motivé également par le fait qu'il y avait certaines ministres à l'époque, donc c'était Martine Aubry et Elisabeth Guigou, qui souhaitaient se faire nommer Madame la ministre ou Madame la secrétaire d'État. Et donc, ça avait engagé une discussion sur ce sujet, d'où cette circulaire. Il a également créé donc Lionel Jospin, donc l'Institut national de la langue française. Donc il leur a demandé donc de publier un guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions qui pouvait être utilisé par tout le monde. Donc c'était un guide très exhaustif avec plus de 2000 entrées masculin-féminin pour l'ensemble des métiers dans tous les secteurs d'activité. Donc ça, c'était très important. Et cependant, donc 12 ans, il y a encore 12 ans, il y a la loi d'égalité réelle entre les hommes et les femmes qui a continué à travailler sur le sujet et a demandé une approche intégrée de l'égalité dans tous les domaines, dont la communication institutionnelle. Donc appuyant encore sur le fait qu'il fallait féminiser le vocabulaire, les titres et les fonctions. Il y a 9 ans, encore une nouvelle circulaire, donc cette fois-ci d'Édouard Philippe, relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française. Donc là, ça a été demandé, comme souligné ici. Donc c'était la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a pour mission de proposer dans l'ensemble des politiques publiques et par une démarche éducative et culturelle à laquelle se rattache la lutte contre les stéréotypes qui freinent le progrès vers une égalité plus réelle. Donc, il était bien indiqué que les textes qui désignent la personne titulaire de la fonction en cause doivent être accordés au genre de cette personne. Donc, il disait d'utiliser les précédents documents, dont ceux de l'Institut national de la langue française. Au niveau des collectivités territoriales, il y a également une demande qui leur est faite, donc du point de vue de leur communication publique et interne, de féminiser les titres.
Et cette démarche est également inscrite dans les textes européens. Donc en 1990, il y a le comité des ministres du Conseil de l'Europe qui a adopté une recommandation sur l'élimination du sexisme dans le langage et qui dit qu'en fait, prévaloir le masculin sur le féminin constitue une entrave au processus d'instauration de l'égalité entre les femmes et les hommes, du fait qu'il occulte l'existence des femmes qui sont la moitié de l'humanité. En 2008, à nouveau, donc le Conseil de l'Europe a appelé à une élimination du sexisme dans le langage et la promotion d'un langage reflétant le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, de nombreux textes. Alors, qu'en est-il de l'Académie française? Donc, à la fin des années 90-2000, donc, lors du débat sur la féminisation des noms là, demandés par les ministres, en fait, l'Académie, à l'époque, avait proposé vraiment de distinguer la fonction qui devait faire abstraction du texte et ne devait pas être féminisée. C'était à distinguer de l'activité qui, elle, pouvait être féminisée. Donc, en fait, il recommandait, par exemple, d'écrire le médecin des hôpitaux, Madame Isabelle Martin, est nommée directeur de l'hôpital d'Alençon. Dans sa nouvelle activité de directrice, elle n'exercera plus son métier de chirurgienne. Voilà. Donc, quand les ministres ont demandé à être appelés Madame la ministre, donc là, à cette époque, l'Académie française a exprimé de nouveau sa plus grande frilosité et elle a dit que c'était important de conserver la neutralité des fonctions. Donc, dans les années 2000, mais on voit que très récemment, en 2019, l'Académie française a changé, enfin a évolué et elle a approuvé enfin à une très large majorité le rapport en faveur de la féminisation des noms de métiers, de fonctions, de titres et de grades. Donc là, c'est une avancée très importante puisqu'on a un soutien de l'Académie française et ça, pour eux, le rapport précisait bien, s'agissant des noms de métiers, l'Académie considère que toutes les évolutions visant à faire reconnaître dans la langue la place aujourd'hui reconnue aux femmes dans la société peuvent être envisagées. Voilà, donc on a quand même de nombreux textes qui soutiennent cette féminisation des titres. Donc nous, à donner des aides, ce que l'on propose, donc, c'est d'utiliser ces termes en pratique courante, ingénieur, professeur, maîtresse de conférence, docteur praticienne, investigatrice, chercheuse, donc l'utiliser. Donc il faut suivre l'ensemble de ces recommandations, d'autant plus que le monde de la santé est un des derniers bastions qui est réfractaire à ces évolutions. Le mot docteur est bien dans le dictionnaire. Donc si on regarde le Robert, le Larousse, c'est bien. Docteur avec un E, c'est bien reconnu dans les dictionnaires. Chez nos voisins ou au Québec, il y a une forme féminine et masculine pour le terme de docteur. Donc c'est utilisé dans d'autres pays. Ce qui est important, c'est de féminiser la signalétique pour les patients dans les hôpitaux. Donc, on pense que pour les patients, c'est important de savoir qui va les soigner, à qui ils vont parler. Voilà, quand on est dans une salle d'attente, on aime savoir quel médecin va s'occuper de nous. Donc, mettre un E, c'est important. Il faut que ça soit mis dans les annuaires, dans les en-têtes, pour les prises de rendez-vous. Voilà, avec qui on va prendre un rendez-vous. Donc ça, c'est très important également pour les patients. On voit que récemment, la communication commence à se féminiser. Donc là, j'ai pris quelques exemples dans les médias, donc sur Doctolib. Donc, des fois, ils utilisent le terme la docteur, mais en fait, leur annuaire, il n'est pas du tout féminisé. Donc, on ne peut pas savoir quand on prend un rendez-vous si c'est un homme ou une femme, d'autant plus qu'il n'y a pas toujours la photo ou qu'il y a des prénoms qui sont mixtes, donc c'est difficile. La conférence des doyennes et des doyens a récemment donc changé son nom avec conférence des doyennes et des doyens, donc ça c'est une bonne avancée. Ce qui nous a plu donc récemment, c'était cette couverture du Point donc sur les classements des hôpitaux, où enfin il y avait une féminisation du titre là en couverture et dans l'ensemble des textes, donc c'était une grande avancée puisque toutes les années précédentes, il n'y avait pas eu de féminisation des titres.
L'ordre des vétérinaires a avancé puisque maintenant, sur leur caducée, les caducées sont féminisés. Donc, ils ont considéré que l'ordre ayant une délégation de service public de la part de l'État doit observer les règles en vigueur au sein de l'administration et doit suivre les avancées de l'Académie française. Donc, pour l'instant, l'ordre des médecins continue à envoyer ses demandes de cotisation et ses caducées avec des titres de docteur à l'ensemble des femmes médecins. Ça représente quand même plus de 100 000 femmes médecins. Donc, c'est quand même problématique. On peut voir, j'ai trouvé ça donc chez nos voisins en Suisse, ils sont très là-bas c'est féminisé, donc les titres sont féminisés. Donc j'ai regardé leur annuaire dans ces deux hôpitaux sont entièrement féminisés avec docteur avec un E, professeur avec un E, et également dans leur communication depuis de nombreuses années. Donc c'est en Suisse, c'est déjà passé depuis longtemps. Il y a des choses intéressantes, donc il y a certaines villes qui font de la communication, voilà, féminisée en fait sur les métiers pour motiver également les jeunes, les étudiants, les lycéens, etc., à s'engager vers certains métiers en disant voilà, chirurgienne, chirurgien, il n'y a pas de métier de fille, il n'y a pas de métier de garçon. C'est vrai que c'est important pour des enfants, c'est plus important pour une élève, une jeune fille de lui dire oui, le métier de chirurgienne, c'est génial. C'est mieux de lui dire ça, elle va plus s'identifier et se projeter dans ce métier que si on lui dit le métier de chirurgien est génial. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui ont toute leur importance. On sait que les femmes vont moins postuler pour des postes proposés lorsqu'ils sont écrits avec la forme générique au masculin. Et donc, la forme générique au masculin incite à penser davantage aux hommes. Donc, c'est important de faire de la communication comme proposé là par cette ville. En regardant dans les médias toujours, donc dans le journal Le Monde, on voit que le terme de docteur est utilisé de plus en plus fréquemment depuis très récemment pour l'ensemble des spécialités, que ce soit de la littérature, de l'histoire, de l'économie, etc. Donc on dit docteur avec un E. Pour les termes médicaux également, donc même en 2020, ils utilisaient déjà le terme docteur avec un E. Donc dans les médias, en fait, on est plus en avance dans certains médias que dans le monde médical en pratique. Il y en a d'autres qui hésitent, en fait, ils mettent la professeure, la docteur, mais ils mettent pas de E encore. Donc c'est une forme d'hésitation. Et il y en a qui sont voilà pas du tout féminisés. Alors j'ai regardé plein de centres de lutte contre le cancer, de CHU. J'ai pas trouvé d'annuaire internet féminisé. C'est que des docteurs sans eux. Voilà, le conseil d'ordre des médecins, c'est pareil. Quand vous tapez docteur, il n'y a aucun résultat, donc c'est quand même un petit peu particulier. Les sociétés savantes, je pense que la plupart ne sont pas féminisées. Voilà. Je dois citer que récemment, l'Académie française, la division française de l'Académie internationale de pathologie a entièrement féminisé ses titres. Voilà, donc ça bouge dans certaines sociétés savantes, mais c'est très très rare. Voilà, donc le monde de la santé, on est le dernier bastion de résistance à la féminisation des titres, hein, par rapport voilà, au métier de la justice, au métier du public, etc. Donc, nous, on utilise vraiment quotidiennement toujours le docteur, le professeur. Pourquoi faut-il reféminiser les titres? Alors, tout d'abord, c'est augmenter la visibilité sociale des femmes et de leur travail, donc dans les hôpitaux, dans la recherche, dans les universités, donner un diplôme de docteur en médecine, en pharmacie. Déjà, ça serait un message très positif pour les étudiantes et les médecins. Dans la communication institutionnelle, dans l'ensemble des publications, des courriers, etc. L'ordre des médecins également. Donc tout ça, c'est moderniser le monde de la santé et insuffler l'égalité femmes-hommes. Également pour les patients, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, étant donné que le monde de la santé bénéficie largement de financement d'argent public, donc normalement, ça doit impliquer le suivi des circulaires ministérielles, les recommandations du Haut Conseil à l'égalité, les règles en vigueur au sein de l'administration française, les recommandations européennes
et les avancées de l'Académie française. Donc, il n'y a plus rien qui doit nous freiner. On se donne des freins nous-mêmes, mais il faut les abolir. Voilà, donc une présentation donc, des données historiques et des textes dans différents domaines. Et puis voilà, quelles sont vos pratiques? Est-ce que vous avez féminisé vos titres? Est-ce que vous souhaitez le faire? Comment ça se passe sur votre lieu de travail? Donc c'est ce sur quoi on peut discuter maintenant si vous avez des questions ou des expériences à nous faire parvenir. Alors, n'hésitez pas effectivement à noter vos commentaires, vos remarques, vos questions dans le chat. Vous avez un chat en bas du Zoom qui vous permet de poser vos questions. Et si vous souhaitez qu'on vous donne la parole, on peut aussi vous ouvrir le micro pour que vous puissiez effectivement vous exprimer oralement sur cette question-là. Donc, effectivement, quelles sont vos pratiques dans vos centres et établissements respectifs? Et puis, effectivement, je vais peut-être commencer par une première question, Marika. On a l'impression qu'il y a, d'une part, au niveau de la communication qui est fait aussi dans les établissements, peut-être un travail à faire, puisque bien souvent, de manière inconsciente, effectivement, tout est mis au masculin. Est-ce qu'il faut des consignes de communication? Comment est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser effectivement les services de com sur ces questions-là? Bah, en fait, il faut que ça vienne des directions. Je pense que les services de com, ils vont suivre ce que propose la direction. Donc, il faut que ça soit les directions qui s'emparent de ce sujet, qui en fait voilà, qui soient bien informés de l'ensemble de ces textes et qui ait une exigence en fait du point de vue aussi des pouvoirs publics, une exigence voilà, de suivre les règles, les circulaires ministériels et puis de s'adapter au monde actuel qui demande plus d'égalité femmes-hommes. Très bien, on a des questions dans le chat. On a notamment une remarque de Laurence Graine qui nous dit qu'il y a un retour en arrière pour les vétérinaires et que maintenant c'est DMV. Peut-être je vous laisse la parole, Laurence, si vous voulez vous exprimer à ce sujet. DMV, c'est qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Donc effectivement, il y a eu une année, alors je ne saurais plus quand c'était, en fait le collectif vétérinaire féministe, on avait fait une lettre ouverte pour demander la féminisation de docteurs sur nos caducées. Et donc ça a été accepté. L'année d'après, il y a eu le E pour les femmes vétérinaires. Mais en fait, il y a eu comme une levée de boucliers, et notamment beaucoup par des femmes justement, pour ne pas avoir cette distinction en fait. De ne pas avoir cette féminisation. Et donc désormais, effectivement, maintenant sur les caducées, c'est DMV, docteur en médecine vétérinaire. Voilà, donc pour moi, selon mon interprétation personnelle, c'est plutôt un retour en arrière, effectivement, comme je le mets dans les questions-réponses. Merci de m'avoir laissé la parole. D'accord. Et donc, quand ils mettent docteur en médecine vétérinaire, ils mettent même pas la parenthèse E. Ah bah non, parce qu'en mettant DMV, ça évite de mettre le E qui cause tant de discussions. D'accord. Donc, finalement, ça a duré 1 an et c'est, voilà. Ok. Exactement. Voilà, c'est toujours le problème, c'est si on fait Mais passer la chose une fois, est-ce que ça va demeurer dans le temps? ouais. Et c'est le problème des femmes qui, des fois, alors qu'effectivement, voilà, c'est la réglementation, mais parfois, c'est les femmes qui s'opposent à cette mesure-là. Comment on peut l'expliquer, Marique? Bah ça, enfin, c'est comme, voilà, c'était comme Édith Cresson quand elle était Premier ministre, elle s'est fait appeler Madame le Premier ministre. Et Elisabeth Borne, 30 ans après, c'était Madame la Première ministre. Et c'était il y a pas longtemps et ça a quand même marqué un changement récemment. Enfin, c'était quand même quelque chose de fort. Donc en fait, c'est une question en fait de un peu de notoriété du métier, de plus le métier a une notoriété, plus on va le masculiniser. On a l'impression qu'on va être plus reconnu si on est docteur sans E ou professeur sans E. On sera plus légitime, plus reconnu, alors qu'avec un E, ça va rabaisser la profession. Donc ça, c'est vraiment un stéréotype. Voilà, plein de personnes l'ont. Ce qu'il faut, c'est se rendre compte qu'on a ce stéréotype et puis travailler dessus pour le changer. Parce que, en effet, beaucoup de femmes ne veulent pas féminiser leur titre.
Voilà. Alors, une autre question dans le chat, Marie, Caroline, qui nous demande, qu'en est-il de l'écriture inclusive? Oui, alors voilà, donc aussi, c'est pas du tout la même chose, l'écriture inclusive et le langage inclusif. Le langage inclusif, c'est inclure les femmes et les hommes. L'écriture inclusive, là, c'était avec le point, voilà. Donc ça, tout le monde s'est focalisé sur l'écriture inclusive, ça a suscité beaucoup de débats, c'est woke, etc. En tout cas, dans la circulaire de 2017 d'Édouard Philippe, donc ça, l'écriture inclusive n'a pas été reconnue à l'époque, mais la féminisation des titres, oui, elle a été reconnue. Donc c'est pas la même chose. Et je crois que récemment, il y a même l'écriture inclusive a été reconnue dans certains cas, a été appliquée dans certains cas. Donc c'est toujours en discussion, mais bon, c'est pas la même chose que la féminisation des titres. Et on voit bien qu'effectivement, il peut y avoir parfois des confusions dans les Oui. discussions qu'on a Voilà, autour de c'est la table, pour bien recadrer le fait que ça n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est une autre question qu'on pourra discuter Voilà. effectivement peut-être une autre fois, mais qui est un petit peu différente de la féminisation des titres. On a une remarque de Audrey Caudron-Vaillant, qui nous dit qu'on parle de docteur et professeur pour les médias, avec le fameux sigle DRE-PRE. Mais est-ce que, je crois que Marie, tu as dit, il y avait une hésitation dans les médias, dans la presse, à l'utilisation de ces abréviations. Est-ce que c'est une hésitation ou est-ce que c'est parce qu'on considère que finalement ces titres DRE, PRE, ça n'existe pas, une méconnaissance finalement du fait de mettre le E à la fin? Oui, je pense que c'est peut-être une méconnaissance. Parce qu'il y a des médias qui l'utilisent, d'autres non. Voilà, je pense que c'est une méconnaissance. C'est pas assez diffusé, en fait, qu'on peut écrire docteur E, professeur E, c'est dans le dictionnaire, c'est reconnu par l'Académie française, on peut l'utiliser. Donc, il y a un travail de sensibilisation à faire aussi Ouais. pour, voilà, pour déjà dire que ça existe et ensuite Ouais. convaincre. Audrey, j'ai bien retransmis votre question ou vous vouliez peut-être commenter? Juste Marie, si tu peux arrêter le partage de ton écran, s'il te plaît. Ah, ok. Voilà. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, ma question, elle était, comme vous parliez effectivement d'hésitation, en lisant les titres que vous avez présentés, la docteur, et ils ont mis le sigle, en fait, enfin, une abréviation. Je voulais savoir si officiellement les abréviations DRE et PRE existent quelque part, en fait. C'était ça par rapport au référentiel des médias. Bah écoutez, je sais pas où ça peut être écrit officiellement parce que c'est des abréviations, donc j'ai pas vu là dans les dictionnaires qui mettaient Voilà. d'abréviation, mais Je c'est pense que comme là, docteur, on met bien DR, professeur PR, enfin faut revoir dans les dictionnaires si c'est écrit. voilà, c'était un peu mon interrogation. Merci. Sinon, il faut que ça soit écrit dans le dictionnaire. Voilà, c'était un peu là que je voulais arriver. Voilà. Je pense qu'il y a une étape. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup. On a une remarque de Clémence Nérac. Je vais peut-être vous laisser la parole, Clémence, sur effectivement le fait que tu as évoqué, Marie, que les femmes postulent moins aux offres quand elles sont rédigées au masculin. Alors, est-ce qu'on a une source pour ça et est-ce qu'on peut relier cette problématique au sujet de l'attractivité des métiers de la santé? Je débloque le micro pour Clémence. Oui, j'ai mis la source sur le PowerPoint. D'accord, merci. Et le lien avec l'attractivité, est-ce que justement la difficulté de recrutement, elle peut être aussi liée au fait qu'il y a des féminisations de certaines professions comme c'est les médecins, et finalement les femmes répondent pas toujours aux annonces. Est-ce qu'il y a un vrai phénomène là-dessus? Bah, ça, je n'ai pas les détails, mais en tout cas, normalement, de toute façon, toutes les annonces doivent être rédigées pour hommes et femmes, hein. D'accord. C'est obligatoire maintenant. On peut pas. Normalement, il faut toujours mettre les deux termes. D'accord. C'est pour ça que ça a été institué. D'ailleurs, c'était dans la circulaire de 97. C'est bien écrit qu'il faut, quand on fait une annonce pour un poste, il faut mettre les deux termes. Donc, normalement, les RH, c'est ce qu'ils font, hein. Mais ça a été fait justement parce qu'avant, si c'était
Si on mettait que des postes, voilà, assistantes médicales, enfin, ça va être plus orienté vers des femmes. Si on va mettre, enfin, voilà, si les métiers sont genrés et si en plus les annonces sont genrées, ça va pas attirer les personnes de l'autre sexe. Donc il a bien été décidé qu'il fallait mettre des annonces mixtes D'accord, avec. merci. Très bien, merci. Audrey avait également une question sur, dans le cas du besoin de parler d'un groupe dans un média, est-ce que vous pensez qu'il faut dire les infirmiers de l'établissement ou alors se forcer à dire les infirmières et infirmiers de l'établissement? Je repasse la parole à Audrey en débloquant le micro. C'était bien ça, Audrey, la question? Oui, tout à fait. C'est aussi simple, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé. Vous m'entendez? Oui, Oui. oui, je vous entends. Ah oui. Si vous La voulez, question du groupe. Vous n'avez pas parlé des notions de groupe. Oui. alors je peux vous proposer, là je vais repartager, si je peux repartager mon écran. En fait, j'ai des données que j'ai vues, donc c'est l'École polytechnique fédérale de Lausanne qui propose en fait des moyens de communication justement féminin-masculin en français et en anglais. Et qui propose, par exemple, au lieu de dire les étudiants, on va dire les étudiantes et étudiants. Les électeurs, on va dire les électrices et électeurs. Voilà. Donc, on peut faire ça, on utilise les deux termes, donc ça va être les infirmières et les infirmiers. Il faut se se contraindre à faire ça en systématique. Et puis, par exemple, au lieu de dire les étudiants, on peut dire le corps étudiantin. Ou les électeurs, on va dire l'électorat. Voilà, il faut utiliser d'autres termes, en fait, pour inclure l'ensemble, les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer le corps infirmier également. Voilà, ouais, on pourrait dire le corps infirmier. Comme ça englobe les Même infirmières si et ça les fait masculin encore. Donc voilà, donc là, vraiment sur l'école polytechnique de Lausanne, ils ont vraiment fait ça en français et en anglais. Et ils disent, voilà, ce qu'on peut utiliser en pratique. Par exemple, si au lieu d'écrire, par exemple, quand on s'adresse à quelqu'un, dire chairman, on va dire chairperson. Vous voyez, des termes comme ça. Si on dit dire Miss, là il donne l'exemple, dire Miss Yates, on va dire 10, au lieu de mettre Miss, on va dire Sophie Yates. Voilà, il y a des termes qu'il ne faut plus utiliser et puis d'autres termes voilà, il faut vraiment penser toujours à inclure les femmes et les hommes dans sa communication. Et donc là, il y a des propositions qui sont faites. Donc ça, c'est très intéressant. Merci. On a une question également sur l'emploi du féminin quand majoritairement il y a des femmes. Pourquoi est-ce qu'on n'emploie pas le féminin quand il y a majoritairement des femmes? Alors là, que dit le français et les En règles fait, du les français? règles, voilà, les règles, c'est comme le masculin l'emporte sur le féminin, donc il suffit qu'il y ait un homme et 9 femmes, même s'il y a un homme, on va dire au masculin. Ça, voilà, c'est ce qui a été fait depuis le XVIIe siècle dans la grammaire, mais avant, c'était pas comme ça. Il y avait l'argument de proximité. En fait, le mot le plus proche, si c'était un mot féminin ou masculin, en fait, on allait féminiser ou pas la suite de la phrase. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que c'est remis en question aussi par certaines personnes, par les linguistes, etc. Donc, c'est un autre débat. Voilà. Après, la féminisation des titres, c'est beaucoup plus simple. C'est reconnu dans plein de secteurs, dans plein de domaines. C'est vraiment le secteur médical qui est vraiment à la traîne sur ce sujet. Et ça vient d'un blocage de notre propre profession, en fait. Alors, justement, je vais peut-être laisser ouvrir le micro de Hélène Kersaudy, qui nous a mis une remarque dans le chat. Elle est dans la communication d'un CH et elle confirme qu'effectivement, ils n'osent pas, parce que probablement c'est encore un assez impopulaire, en tout cas, il y a une incertitude. Donc, ils n'osent pas effectivement féminiser les titres, notamment pour pharmacien, puisque dans l'histoire, la pharmacienne, c'était la femme du pharmacien. J'ai bien posé la question, Hélène. Vous voulez compléter? Tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Oui.
Oui, et en fait, on a souvent la réflexion même des femmes en premier lieu qui, par habitude, alors je pense qu'en fait, c'est tellement ancré, engrammé, qu'il y a vraiment une réticence à ce qu'on les reconnaisse même comme femmes, alors qu'au contraire, ce serait Oui. une belle avancée. Mais du coup, voilà, dans tous les documents qu'on peut faire, ou même sur le site internet, et ben voilà, on n'ose pas trop. Alors, je sais pas qui devrait commencer pour que ce soit plus populaire, certainement aussi plus les médias. Mais voilà, je pense que c'est un peu une réticence. C'est vrai que c'est mon expérience aussi, donc c'est difficile de changer, de faire changer les choses. Pharmacienne, bah oui, j'ai entendu ça aussi, c'est la femme du pharmacien, donc les pharmaciennes ne veulent pas se faire appeler pharmacienne. Voilà, après, c'est comment changer. En fait, il faut s'habituer, il faut voilà, déjà au moins se poser la question, ensuite savoir tout l'historique et que tous les textes existent et qu'on est soutenu par les différents gouvernements qui sont pro-féminisation des titres, hein, que, peu importe leur couleur politique. C'est aussi l'Europe, donc voilà, l'Académie française. Donc communiquer là-dessus, transmettre ces données, ça c'est quand même très fort. Ça va un peu ouvrir les yeux à plein de personnes et ils vont se rendre compte qu'en fait ils peuvent féminiser leur titre. C'est tout à fait légitime. Et voilà, donc et puis vraiment, je pense que ça doit venir du plus haut, donc des directions. S'emparer du sujet et puis passer à la féminisation. En fait, ça devrait être l'inverse, on devrait tout féminiser puisque c'est les recommandations. Et si certaines femmes ne veulent pas féminiser leur titre, elles peuvent toujours s'appeler docteur sans E ou professeur sans E dans leur pratique courante, mais au moins dans les documents officiels, voilà, que ça soit des E, quoi, qu'il y ait des E pour les diplômes, pour les nominations, etc., que ça soit féminisé partout, et puis laisser toujours la liberté à celles qui sont vraiment contre de ne pas le faire. Merci Marie. J'en profite pour relayer un message qu'on a reçu dans le chat et que je vous mets dans le chat commun du webinaire de la part de Monique Lambaleg-Lemo qui diffusait un article justement pour sensibiliser les collègues pharmaciennes. Donc, article dans Mediapart qui s'appelle « Le langage est-il un instrument de domination ?» Voilà, et donc effectivement, peut-être que même pour les pharmaciennes, il faut s'astreindre à ne pas voilà, rester considérée comme la femme du pharmacien, mais bien féminiser son titre. Et j'avais également une autre référence dans le chat que je vais vous partager de la part d'Amandine Mollard qui nous parle des femmes invisibles. C'est un livre de Caroline Criado-Pérez. Donc voilà pour les références qu'on peut utiliser. Une autre question dans le chat, alors je vais peut-être pouvoir y répondre, c'est les établissements de santé qui adhèrent à votre association sont-ils sensibilisés sur le sujet? Je vais laisser la parole à Marie, mais déjà pour vous dire qu'effectivement, ce n'était pas initialement dans les thématiques qu'on m'avait fléchées comme prioritaires, mais ça l'est aujourd'hui, et ce d'autant qu'on a un poste dans notre bureau dédié sur la question de la féminisation des titres. Donc, c'est désormais un sujet qu'on aborde systématiquement avec les établissements signataires, et c'est aussi des sujets sur lesquels on va de plus en plus communiquer auprès des établissements qui ont déjà signé en leur faisant effectivement une communication régulière par mailing. Marie, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est une de nos thématiques que l'on porte qui est très importante. Au début, on était sur d'autres thématiques, mais celle-ci a été inclue maintenant donc, dans le bureau. Donc, on veut vraiment travailler dessus pour diffuser voilà, sur le sujet l'importance de féminiser les titres pour surtout la visibilité des femmes médecins, des femmes voilà, des femmes chirurgiennes, etc. En fait, s'il n'y a pas de féminisation des titres, quand on lit des textes, que ce soit des textes sur la recherche ou sur des innovations, on ne sait même pas si ce sont des femmes qui ont fait ces innovations ou si ce sont des hommes. Et c'est important qu'on sache si c'est des femmes, d'autant plus qu'on veut qu'il y ait de plus en plus de femmes dans la recherche, qui fassent de l'innovation, qui fassent de l'intelligence artificielle, etc. Si on ne sait même pas qui fait les choses, enfin, on est complètement invisible en fait. Donc c'est très important pour l'ensemble de la communauté et pour les jeunes générations que on puisse voir, oui, c'est une femme qui a fait telle innovation, etc. Même on sait très bien en médecine, il y a plein d'avancées
ont été faites par des femmes et en fait, on ne sait même pas que ce sont des femmes qui les ont faites. C'est docteur untel, il n'y a pas le prénom, enfin, on ne sait pas en fait. Et il y a plein de femmes qui ont fait des avancées très importantes. Donc, on pourrait en citer plein. Et effectivement, sensibiliser les établissements, c'est très important parce que, comme vous le disiez, c'est pas encore des choses qui sont très connues. Notamment, la législation n'est pas forcément connue par les établissements eux-mêmes. Donc, voilà, c'est une de nos missions au sein de l'association Donner des ailes à la santé. On avait une question, alors je vais peut-être ouvrir le micro de Mélodie. Mélodie Caillot qui nous posait la question. Marie, qu'est-ce que tu as observé des différences d'appropriation selon les générations ou les spécialités dans le monde de la santé? Et qui te remercie également pour ta très belle présentation. C'était bien la question, Mélodie? Mélodie, écoute, moi je ne sais pas, enfin dans mon milieu, donc je suis pathologiste, donc je trouve que il y a quand même une féminisation des titres qui est en marche. Donc il y a plusieurs femmes qui demandent à être nommées docteur ou professeur avec un E. Voilà, une de nos sociétés savantes a entièrement féminisé ces titres, donc je pense qu'on est en marche dans notre spécialité. Après, les autres spécialités, je sais pas trop. En chirurgie, je sais pas, il y a des chirurgiennes. Il y a beaucoup de résistance. Il y a beaucoup de résistance en chirurgie, effectivement. On a beaucoup de femmes qui disent chirurgienne, c'est moche. Alors, que ce soit beau ou moche, chacun son avis là-dessus. C'est surtout qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre à l'oreille. Et donc, ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à l'oreille nous paraît moche, bien souvent. Mais au-delà du fait que ce soit beau ou moche, effectivement, on l'a dit, il y a une réglementation derrière. Mais la chirurgie reste effectivement un milieu dans lequel, voilà, il y a encore beaucoup de résistance. Au niveau générationnel, je ne sais pas. Est-ce que dans les jeunes générations, c'est quelque chose qui est plus facilement accepté? Peut-être. J'ai l'impression que dans la jeune génération, c'est plus facilement accepté. Enfin, moi, j'ai parlé à des jeunes médecins, ils m'ont dit, moi, j'ai mis un E, j'ai encadré des thèses, j'ai mis un E sur le document de la thèse, j'ai eu aucune remarque, ça me semblait aller de soi, ça s'est bien passé, quoi. Donc, j'ai l'impression que la jeune génération est plus ouverte sur le sujet. On avait également une question d'Audrey sur le cas particulier de sage-femme. Alors, qu'est-ce qu'on dit du coup? En fait, normalement, on doit dire, enfin, je suis pas dans ce métier-là, mais c'est maïeuticienne et homme maïeuticien. Comme ça, c'est plus facile parce que je pense que certains utilisent ce terme. Ça me semble approprié. Effectivement, ça règle le problème. Je vais peut-être ouvrir le micro de Monique Lambalègue-les-Mots, qui avait une petite énigme à nous poser, justement, sur cette question de… Hop, je ne sais pas si ça marchait, l'ouverture du micro. Vous nous entendez, Monique? Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Et puis ça fait écho avec chirurgienne parce que donc moi je suis pharmacienne et j'ai souvent mes collègues qui effectivement disent ce qu'on nous apprend dès les études. Enfin bon, moi maintenant elles sont loin derrière moi, mais on nous l'attend et j'entends toujours ça de la part de mes jeunes collègues. Donc voilà, je leur donne le petit lien sur le langage est-il un instrument de domination qui permet quand même de réfléchir. Moi c'est un peu ce qui m'a fait changer. Et le deuxième truc c'est que voilà, je fais la petite énigme avec donc le papa qui part en vacances avec son fils de 13 ans sur l'autoroute. Ils ont un grave accident. Le papa décède sur le coup. Ils sont à proximité d'un petit hôpital. Les secours emmènent le garçon de 13 ans à l'hôpital où on appelle le meilleur chirurgien qui est là. Et donc ce chirurgien arrive et devant cet enfant qui doit être opéré de façon urgente dit « Je peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Voilà. Et en fait, malheureusement, je ne sais pas quels ont été les raccourcis de pensée des participants et des participantes à la conférence. Mais le plus souvent, les gens imaginent que ce sont deux papas qui ont eu recours à une mère porteuse pour avoir un enfant parce que j'ai dit le chirurgien, j'ai dit il, et à aucun moment on ne pense que c'est une femme. Et donc, c'est la mère de cet enfant. Et le dernier truc qu'on me fait souvent, je l'ai pas mis dans le chat, mais qui est derrière après, quand les gens se sont fait prendre au piège, voilà, comme quoi c'est important de mettre le féminin sur une fonction. Et bien souvent, après, il y a une petite réflexion. Oui, mais tu vois, je suis pas du tout homophobe puisque j'ai imaginé que c'était un couple d'hommes. Voilà, donc c'est pour
clôturer cette petite parenthèse. Mais ça marche à tous les coups. C'est vrai que ça marche à tous les coups. Moi, je la fais souvent. Et alors, je l'ai fait à mes enfants et étonnamment, ils ne sont pas du tout tombés dans le piège. Ils ont dit, bah, c'est la maman. Et je pense qu'un énorme biais, c'est qu'effectivement, leur maman est chirurgienne. Donc, du coup, pour eux, c'était tout à fait logique. Comme quoi, effectivement, quand on invisibilise les choses et que les gens ne s'imaginent pas que derrière, il peut y avoir une femme, et ben, effectivement, on tombe dans le biais genré complet. Et puis, effectivement, l'innocence des enfants fait que parfois, on arrive à avoir les bonnes réponses. Est-ce que vous aviez d'autres questions dans le chat? Je regarde, je ne vois rien pour le moment. Il y avait Marie-France qui avait mis un mot comme quoi les sages-femmes, enfin les maïoticiennes seraient bientôt docteurs en maïotique, hein, c'est ça? Comme ça, ils auront le même problème que nous, les docteurs ou docteurs. Oui, ils vont devoir pareil. bien eux. C'est ça, exactement. En tout cas, c'est un sujet qui fait débat, qui suscite beaucoup d'émotions, des fois un peu d'agressivité. C'est quand même un débat très sensible. Oui, et ce qu'on entend souvent, c'est qu'on a d'autres problèmes à régler. Donc, ce qu'on entend souvent quand on en parle, c'est on a d'autres problèmes à régler plus graves. Voilà, Alors, c'est ça. bien sûr, il y a toujours des problématiques plus graves à régler dans un hôpital, mais en vrai, si on ne s'en empare pas, on ne réglera jamais ce problème-là qui pourtant repose sur une législation très claire. Voilà, donc je pense dans l'école de la haute étude, la santé publique, ils vont pouvoir faire aussi une sensibilisation à l'ensemble des directions. Mais je pense que les directions administratives sont plus pro-féminisation des titres, puisqu'ils sont dans le monde du service public, etc. Ils sont sensibilisés naturellement à ce sujet, et je pense que c'est plutôt vraiment les médecins qui sont bloquants. En fait, ils se sont pas forcément posé la question. Et voilà, il faut les amener à se poser la question, se dire est-ce que c'est normal que on soit le dernier métier non féminisé, quoi. Au moins, commencer à se poser la question, c'est déjà bien. Et puis, en quelques mois, on peut changer d'avis. Alors, c'est rigolo de voir que quand même dans nos études, on est quand même très asexué puisqu'on est interne, externe. Effectivement, à aucun moment, voilà, je suis l'interne, je suis l'externe, à aucun moment ne transparaît le fait d'être une femme dans cette fonction. Donc, c'est compliqué finalement. Si on arrive au titre de docteur et qu'on ne met pas le E à ce moment-là, bon, on n'a aucun moyen à un moment donné d'exister en tant que femme médecin, effectivement. Et maintenant, c'est quand même 70% des étudiantes en médecine. Enfin, les étudiants, c'est 70% d'étudiantes. Donc, une très large majorité. Hélène nous dit que ce débat rejoint assez vite la question de la binarité de genre et donc d'autres questions. Je vous laisse le micro, Hélène, si vous voulez. Ah ben non, vous n'avez. Si, je crois que c'est bon. Est-ce que vous nous entendez? Ah non, ça ne marche pas le micro. Oui, c'est bon, tout à fait. Si. Oui, c'est des questions qu'on a encore quand on pose le sujet aussi sur la table. Alors, moi, je le cache pas, j'ai une écriture du coup inclusive pour tous les documents parce que du coup, voilà, j'essaie de faire au mieux pour tout le monde. Mais dans certains documents, on préfère. Alors, j'ai entendu tout à l'heure de dire de pas dire le genre, mais de mettre plutôt l'électorat ou autre. Donc, c'était des exemples qui étaient cités, donc c'est peut-être intéressant de le mettre comme ça, effectivement. Mais oui, c'est des questions qui arrivent assez vite aussi sur, oui, mais alors du coup, c'est très, très binaire. Et donc, voilà, c'est d'autres questions et d'autres débats, j'imagine, qui vont aussi se positionner à nous. Oui, c'est encore d'autres sujets. On n'en est déjà pas à la féminisation du titre, donc il y a un long chemin à faire pour ça.
Eh bien, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions ou si vous souhaitez prendre la parole en demandant à ce que votre micro soit ouvert. Je regarde si on peut lever la main ou s'il y a des mains levées, peut-être. Non, pour le moment, c'est bon. En tout cas, ça sera un beau message. Je pense que les hôpitaux féminisent toute leur communication, leurs annuaires, etc. Ça sera un beau message de visibilité pour les femmes, de respect des femmes qui sont une très grande majorité dans les hôpitaux. Ça serait un très beau message que de féminiser leur titre et de reconnaître leur existence du point de vue de la langue. Alors, j'ai Amandine dans le chat qui nous dit « Le manque de données genrées rend peu visible le message ». Peut-être je vous laisse la parole, Amandine. Il faut que j'arrive à ouvrir votre micro. Tic, 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 tic. Ah. Oui, ça y est. Faut que vous nous détailliez un petit peu la question Oui. ou la remarque. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour, merci pour ce débat passionnant. Effectivement, mais vous l'aviez très bien souligné tout à l'heure dans votre présentation, c'est qu'il y a très peu de données genrées, comme par exemple les femmes médecins qui font de la recherche, ou qui sont universitaires, celles qui publient. Et en fait, effectivement, avec les abréviations et qu'on ne peut pas forcément savoir sur le patronyme si c'est un homme ou une femme, et ben, de facto, on pense que c'est un homme qui a fait l'étude ou qui a fait la publication ou qui est le professeur du service. Et c'est un peu en ça que peut-être les institutions et les directions ne voient pas vraiment de problème parce qu'il n'y a pas de données qui expliquent, bah voilà, effectivement, il y a maintenant un peu plus de femmes docteurs ES que d'hommes. Mais à côté de ça, on n'a pas de données pour dire, bah oui, mais regardez le nombre de femmes qui publient, le nombre de femmes qui font de la recherche. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de données genrées. En fait, on a des données, par exemple, du Centre national de gestion pour les professeurs, les maîtres de conférences, tout ça. Ça, on a les chiffres exacts femmes-hommes. Mais c'est vrai que, par exemple, si on fait une demande, par exemple, de financement, des financements officiels, INSERM, etc., on va écrire docteur un tel sans eux. Donc, en fait, ils savent pas qui demande le financement, ils savent pas à qui ils vont l'attribuer, ils savent pas si c'est des hommes ou des femmes, si dans l'équipe qui demande, est-ce qu'il y a aussi des femmes ou est-ce qu'il y a que des hommes. En fait, vu qu'on féminise rien, en fait, dans tout ce qui est document, on peut pas savoir exactement si c'est des femmes ou des hommes qui portent telle thématique. C'est pour ça que c'est une invisibilisation complète, en fait. Oui, c'est pour ça qu'effectivement, féminiser déjà les titres nous permettra d'avoir un peu plus d'assises aussi et puis de pouvoir véhiculer après d'autres messages au sein de notre profession. Voilà. Comme on pourra dire, 10% des bourses de telle institution sont données à des femmes. Au moins, ça sera plus visible du point de vue communication. Pour le grand public, etc. Ça sera pareil pour le grand public. En fait, vu que rien n'est féminisé, quand on leur dit dans tel hôpital, on a eu telle avancée ou telle recherche ou telle nouvelle technique qui est mise en place avec tel docteur ou tel professeur, si c'est pas féminisé, les gens vont pas savoir que c'est une femme qui a fait ça, alors que c'est important de le savoir. Pour que ça soit un exemple pour les étudiantes, les jeunes filles, les lycéennes, qu'elles voient qu'il y a telle femme chirurgienne qui a mis en place cette nouvelle technique chirurgicale, etc. Donc ça donne c'est très important, c'est des messages en fait, c'est la vie réelle en fait, ce sont beaucoup les femmes qui font dans les hôpitaux. C'est la vie réelle et en fait on est occulté. Merci beaucoup Marie, on va pouvoir conclure ce webinaire.
Merci pour la participation nombreuse à cet atelier. Vous rappelez de ne pas hésiter à adhérer à notre association, nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a Scientexpo le mois prochain où on va faire des annonces, notamment en lien avec notre colloque de fin d'année. Et puis, vous annoncez que le prochain atelier, ce sera le 10 septembre, sur le même format que celui du jour. Et le titre de cet atelier, ce sera le rôle des femmes soignantes face aux outils d'intelligence artificielle.